Vamos dar início, então. Eu vou falar devagar para que tudo fique claro, pausadamente. Vocês me avisam qualquer coisa em relação a isso. Voilà, donc l'intervention, en fait, s'intitule Vers une écologie ambiante. Et en fait, j'aurais pu aussi l'appeler écologie ambientale. Então, o título da palestra se chama Uma Ecologia Ambiente, que eu também poderia ter chamado de Ecologia Ambiental. Alors, je pense que Ethel a déjà raconté beaucoup de choses, donc j'espère que je ne vais pas trop répéter, puisque j'ai eu l'impression qu'elle vous a déjà dit beaucoup de choses, ce qui est très, très bien. Eu espero não repetir. Eu estava vendo a palestra da Ethel, eu vi que ela falou já muita coisa, adiantou muito. Espero não repetir. Donc, je vais vous parler d'ambiance, je vais vous parler de sensibilité et je vais vous développer d'un développement de la sensibilité et d'un domaine de recherche qui a trait au sensible, à la question du sensible. Eu vou falar então de ambiência, de sensibilidade e do desenvolvimento da sensibilidade, e assim como de pesquisas diversas que têm a ver com o caráter sensível. Donc, en fait, je cherche à repérer un domaine de recherche qui est émergent depuis une trentaine d'années, un domaine à la fois de recherche et d'action pratique. É campo de pesquisa que funciona já há uns 30 anos, mas não só de pesquisa, mas é campo também de ação prática. Alors, vous allez voir, en fait, et je pense que Ethel vous l'a déjà dit, c'est un domaine qui est à la fois passionnant, mais assez difficile parce que très évanescent, très intangible, très aérien d'une certaine manière. Trata-se de campo de pesquisa que é certamente apaixonante, mas ele também é muito difícil, muito duro. De alguma maneira, eu diria que ele é intangível. Alors, le premier point que j'aimerais développer, c'est une hypothèse que je vais appeler l'hypothèse de la sensibilité ambientale. A primeira hipótese que eu vou desenvolver, número é da sensibilidade ambiental. Alors, cette hypothèse consiste à dire que notre manière d'être sensible aux espaces que nous habitons est en train de changer. La ville, bien sûr, et notre environnement quotidien changent beaucoup, mais notre rapport à la ville et notre rapport à l'environnement sensible changent beaucoup aussi. Essa hipótese, então, diz que é uma forma de dizer que o nosso mundo está mudando. A relação com a cidade está se transformando bastante nesses tempos. O estar na cidade é outro. Vous me dites d'ailleurs, si vous voulez que je développe un peu plus avant de m'arrêter, je peux parler un peu plus si vous voulez. Je parle au traducteur. Me avisem se vocês que... eu estava me referindo aqui a... Palestrante se referia à velocidade. Et tout va bien, monsieur. Continuez, tout va très bien. Donc, l'idée, c'est que travailler sur la sensibilité est une entrée pertinente et particulièrement pertinente pour réfléchir aux changements actuels de la ville et de nos milieux urbains. Trabalhar com a sensibilidade é uma categoria e uma hipótese muito importante para lidar com essa cidade, a nossa cidade do momento. Alors, bien sûr, derrière cette idée, on retrouve une idée déjà ancienne de Walter Benjamin qui affirme l'historicité de la perception. Notre perception, elle n'est pas naturelle, elle n'est pas donnée une fois pour toutes, elle est aussi historique et elle se transforme au cours du temps et au cours de l'histoire. Essa ideia ela vem de Walter Benjamin, que falava justamente da historicidade dessa nossa ação na cidade, l'historicité de la perception. A historicidade da percepção. Uma ideia de Walter Benjamin. Walter Benjamin. Et donc là, simplement deux exemples pour vous donner deux exemples pour vous montrer comment la perception a évolué, ses transformations au cours de l'histoire. Juste deux courts exemples. Vou mostrar a vocês dois exemplos curtos para mostrar como essa percepção que tem uma historicidade, como ela foi mudando ao longo do tempo. Le premier exemple, c'est ce qui se passe au XVIIIe siècle. Et au XVIIIe siècle, on assiste à la naissance de l'art des jardins, ce que Jacques Rancière, le philosophe français, appelle le temps du paysage. Então, nós temos primeiro exemplo que tem a ver, que vem do século XVIII,
e fala das artes do jardim. Temos o Rancière, então, que é um pensador dessa época, e ele fala, excusez-moi, Rancière, il parle de là, vous avez dit? Jacques Rancière, il parle Oui. le temps du paysage. É o Tempo da Paisagem, obra de Voilà. Jacques Rancière. C'est le titre d'un de ses ouvrages, hein, Le temps É du o paysage. título de uma de suas obras. Et donc, ce temps du paysage, en fait, quand Rancière l'analyse, il montre que la vie ordinaire va s'introduire de plus en plus dans le monde de l'art. A vida ordinária, nesse tempo da paisagem, vai se introduzindo cada vez mais no mundo da arte. Il montre qu'il y a un nouveau type de perception qui émerge, qui prête attention aux événements les plus banals, les plus quotidiens, les plus ordinaires de la vie. Ele mostra que um novo tipo de percepção começa a valorizar a percepção mais banal da vida, o caráter rotineiro. Donc, vous voyez, l'art qui était avant limité à certaines scènes particulières devient beaucoup plus intégrateur des scènes de la vie quotidienne très courantes et très banales. Então, a arte começa a integrar muito mais o dia a dia, as coisas banais e corriqueiras. Donc, Rancière parle ici de ce qu'il appelle le régime esthétique de l'art, le régime esthétique de l'art. Então, Rancière fala do regime estético da arte. Donc ça, c'était un premier exemple au XVIIIe siècle. Un autre exemple maintenant, qui est plutôt à la fin du XIXe siècle, avec la révolution industrielle, mais je pense qu'Ethel en a déjà parlé. Vou dar agora um outro exemplo, esse agora já do século XIX, e no bojo da Revolução Industrial. Eu penso que Ethel talvez já tenha falado disso com vocês. Et là, on retrouve des sociologues et des philosophes allemands comme Georg Simmel, Walter Benjamin et Siegfried Kracauer. Encontramos, então, filósofos dessa época, como Simmel, Benjamin e Kracauer, qui montrent comment, en fait, la perception de l'époque est en train de changer complètement. Eles mostram como a percepção da época estava mudando drasticamente. Il y a le développement des grandes villes, il y a la naissance du cinéma. Por um lado, o desenvolvimento das grandes cidades, nascimento do cinema. Et Simmel va parler de l'hyperstimulation en milieu urbain. E o Simmel vai falar, então, da hiperestimulação em meio urbano. Walter Benjamin va parler de l'esthétique du choc et de la perte de l'aura. Ele fala também, o Benjamin, da perda da aura e da estética do choque. Et Kracauer, Siegfried Kracauer, va, lui, s'intéresser à la culture de la distraction. Já o Siegfried Kracauer fala da cultura da distração. Donc, c'était simplement deux exemples au XVIIIe siècle et au XIXe siècle qui montrent comment notre perception, elle est historique et elle évolue dans le temps. São dois exemplos, então, um do século XVIII e outro do século XIX, que mostra como a nossa percepção depende de uma historicidade. Daí sua évolution au long du temps. Alors, l'hypothèse que j'aimerais soutenir là maintenant, c'est qu'on assiste actuellement à un nouveau tournant de la sensibilité et une nouvelle transformation de notre sensibilité. Assistimos hoje em dia, e essa é a minha hipótese, a uma nova guinada, novo momento dessa sensibilidade. C'est ce que je vais appeler la sensibilité ambientale ou ambiante, si vous voulez. É o que eu gostaria de chamar da sensibilidade ambiente ou ambiental, como vocês preferirem. Et là, on voit comment le terme ambiant, l'ambiant, est en train de devenir un nouveau champ de recherche, un nouveau champ d'intervention et de pratique urbaine. Vemos então como essa categoria de ambiente passa a ser uma categoria importante para as intervenções, uma categoria muito presente. Avec l'ambiant, en fait, on s'interroge sur les conditions et les modes d'existence sensibles des milieux de vie. Nos perguntamos sobre as condições e modos sensíveis. Excusez-moi, la dernière phrase. Oui, l'ambiant permet de s'intéresser aux conditions et aux modes d'existence sensibles de la vie. O ambiente permite pensar nas condições e nos modos de vida sensíveis da vida. Alors, pour vous donner simplement quelques indices, pourquoi est-ce que ce terme ambiant devient de plus en plus important,
on peut repérer dans les publications et dans les travaux contemporains le qualificatif ambient en anglais de façon très très forte. Uma forma de perceber como essa categoria ambiente vem aparecendo de forma muito proeminente é nas publicações. Vemos que a palavra-chave em inglês, ambient, é muito presente, cada vez mais. Donc, je vous donne simplement quelques exemples. Le plus évident, le plus connu, c'est ce qu'on appelle l'ambient music avec Brian Eno, le musicien Brian Eno. Temos, por exemplo, o ambient music com o músico Brian Eno. Et cette musique ambiante, en fait, vient, là encore, une histoire qui réfère à ce que Éric Satie, le musicien français, appelait la musique d'ameublement. O Éric Satie chamava justamente a música ambiente de uma espécie de música de mobiliário. Mais en fait, ce terme ambient, vous le voyez, et je vais vous faire simplement la liste d'un ensemble de concepts qui viennent de la pensée anglo-saxonne maintenant. Ça sera juste une liste où vous allez voir apparaître le terme, le qualificatif ambient. Vou mostrar agora para vocês uma lista de conceitos justamente do campo lexical desse ambiente em inglês, vindo então de uma origem anglo-saxônica. On parle d'ambient intelligence, Falamos de ambient intelligence. Et il y a beaucoup d'autres termes comme ambient commons qui renvoient plutôt à la théorie urbaine. Também falamos de ambient commons, qui remette à théorie urbane. Il y a la notion de ambient poétique qui a été développée par Timothy Morton et qui renvoie à la pensée écologique. Também com Tim Morton, nós podemos falar de ambiente, pardon, j'ai perdu le ambient poétique. Ambiente poético com Tim Morton. On a des penseurs des médias comme Paul Roquette qui parle de ambient media. Temos também a ambient media com Roquette como dos seus expoentes. Dans la théorie esthétique contemporaine, on parle de ambient aesthetics. Na teoria estética contemporânea, falamos também do ambient aesthetics. Dans la théorie littéraire, on parle de ambient rhétorique. Na teoria literária, falamos de ambient rhetoric. Donc, vous voyez que ce terme ambient est utilisé dans une très grande diversité de disciplines et de champs scientifiques actuellement. Então, vocês veem que esse termo ambiente, ele vem ganhando muito espaço em diferentes campos científicos hoje em dia. Donc, le constat, mon hypothèse, c'est que le terme ambiant devient de plus en plus utilisé pour qualifier le monde contemporain. Et l'ambiance, en fait, devient la figure de proue, le point d'entrée principal pour penser la sensibilité contemporaine. C'est l'hypothèse que je développe. A hipótese que eu desenvolvo, então, é justamente a de que a categoria ambiente, que tem sido muitíssimo utilizada, é realmente uma ferramenta, é um modo para pensar o contemporâneo, uma figura de proa desse momento que estamos vivendo. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous entendez par ambiant? E vocês poderão estar se perguntando, bem, mas o que você entende por ambiente? Alors, le deuxième point que je développe maintenant, c'est l'ambiant renvoie à deux caractères principaux que je vais développer, le caractère diffus et le caractère prégnant, la diffusion et la prégnance, comme les deux éléments essentiels de l'ambiant. Podemos pensar, então, em duas formas de olhar para esse ambiente, para essa ambiência, essa categoria que estamos usando. Uma de maneira difusa e a outra de maneira mais a centralizar. Pregnante. Pregnante. Obrigado. Alors, sur le premier point, sur le diffus ou la diffusivité, c'est em relação ao primeiro ponto, que é o difuso ou a difusividade, a ideia é l'idée, c'est de mettre l'accent sur l'importance des flux et des médiums dans l'expérience sensible. Les flux et les médiums. O mais importante em relação ao difuso é botar ênfase nos fluxos e meios.
comme par exemple l'air, la lumière, le son, les odeurs. Enfin, Ethel en a déjà parlé de tout ça. Eu estou falando, por exemplo, do ar, do som, da luz, de coisas que Ethel já falou com vocês. Et cette importance accordée au médium permet de montrer, de faire valoir le caractère englobant, enveloppant, infiltrant et sans contour précisément délimité de notre expérience. É precisamente essa dimensão sem contornos que nos engloba, que não tem muito limite, que diz respeito justamente, então, a essa ideia do difuso quando ele é meios. Donc, je redis, je crois, une idée que Ethel a déjà dit, l'idée Eu selon estou laquelle certamente retomando uma ideia que a Ethel já deve ter mencionado. L'ambiance, en fait, désigne pas un objet de perception, mais des conditions de la perception. Não se designam objetos de percepção, mas condições da percepção na nossa reflexão sobre ambiente. Et pour comprendre cette idée, vous pouvez penser à des exemples extrêmement simples et quotidiens, élémentaires. Para pensar nessa ideia, podemos nos referir a exemplos muito elementares e simples. Par exemple, est-ce que vous voyez de la même manière quand vous êtes dans le brouillard ou quand vous êtes dans un espace très ensoleillé? Você enxerga do mesmo modo quando você está, por exemplo, num lugar muito claro e luminoso ou no lugar embaçado, esfumaçado? Est-ce que vous voyez de la même manière dans les centres commerciaux avec un éclairage très uniforme ou bien dans une pénombre la nuit? Em centro comercial, por exemplo, é a mesma coisa se nós estivermos com uma luz muito calculada ou se estivermos à noite na penumbra? Donc, vous voyez que ces exemples, ce n'est pas le fait de s'intéresser à qu'est-ce que l'on perçoit, le quoi ou l'objet de la perception, c'est les conditions dans lesquelles on se trouve pour percevoir. Percebam, a importância está nas condições em que nos encontramos para perceber, e não na percepção em si. Et les médiums dont je parle, l'air, la lumière, le son, l'idée c'est que l'urbain, la ville, est un lieu de configuration et de canalisation de ces médiums, de ces flux, de ces enveloppes. A cidade é lugar de canalização desses fluxos, desses conjuntos, justamente que tem a ver com esses meios. Et là, peut-être que de façon très schématique, il y a deux logiques en œuvre. Então, para dizer de forma esquemática, temos duas lógicas em operação. La première logique est le fait de penser les espaces, certains espaces urbains, comme étant très étanches, comme étant hyper conditionnés. É a de pensar os espaços urbanos como sendo hipercondicionados, como sendo alargados. Et là, on trouve la pensée d'un philosophe belge qui parle de la capsularisation des espaces. E aí aparece a ideia de filósofo belga que fala da capsularização dos espaços. Le fait d'avoir des espaces qui sont très étanches. Ou seja, tem a ver com espaços que são muito fechados. Et l'autre logique met plutôt l'accent sur la porosité et la perméabilité des espaces. E a outra lógica sublinha a permeabilidade, a porosidade dos espaços. Comment la ville est par exemple perméable aux éléments, à l'air, à l'eau, à la terre, aux saisons, au climat. Como a cidade é, por exemplo, permeável a coisas como o clima, as estações, ao ar. Je passe maintenant au deuxième point sur le caractère de la prégnance. Passo agora ao segundo ponto, que era esse caráter de pregnância. Donc la prégnance, ça, c'est une façon de reconnaître que le sensible a des puissances, il peut faire des choses, il peut opérer des choses. Pregnância é uma forma de reconhecer que o sensível pode operar coisas. Il peut exercer des forces, il peut produire des effets, il pode peut imprégner... exercer forças, produzir efeitos, pode
l'ambiance imprègne des expériences, instaure des habitudes. A ambiência impregna experiências, ela instaura costumes, hábitos. Et bien sûr, ces médiums qui sont très vaporeux, l'air, la lumière, etc., sont toujours pris dans des pratiques sociales. Temos, por exemplo, os elementos muito vaporosos, que são pegos numa... Ils sont pris, monsieur, pardon, dans une... Voilà, sont inscrits dans des pratiques sociales, dans des formes de vie sociale. Estão inscritas em formas de vida social, em práticas sociais. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sensible dont je parle, il est mis en forme par le cadre de la ville. O que eu quero dizer é que esse sensível do qual eu falo, ele ganha uma forma no contexto da cidade, no enquadramento urbano. Alors peut-être que là, il y a un point qui est important de comprendre, c'est comment le sensible devient ambiant. Temos ponto aí importante de compreender bem, é como o sensível se torna ambiente. Vous voyez que j'ai utilisé ces deux termes, sensible et ambiant, mais je vais vous dire que le sensible devient ambiant quand se forment des percepts et des affects. Eu dizia, então, que o sensível se torna ambiente, são duas categorias importantes, quando quand il y a, pardon, quand se forment des percepts et des affects. Quando são formadas, então, afetações e percepções. Mais ce qui est important, là encore, de comprendre, c'est que ces affects et ces percepts ne sont pas purement subjectifs. Ils ne sont pas seulement subjectifs. É importante compreender que essas afetações, essas percepções, não são apenas de ordem subjetiva. En fait, si on voulait reprendre la pensée de Gilles Deleuze, on pourrait parler des percepts anonymes et des affects impersonnels. Retomando o Gilles Deleuze, nós poderíamos falar, então, das percepções que são... Pardon, monsieur, j'ai perdu les deux derniers mots. Des percepts anonymes et des affects impersonnels. Percepções anônimas e afetações impessoais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ambiance, elle crée des situations de perception ordinaire. Ça, c'est un terme important. Elle naturalise notre perception. Naturaliser la perception. Ou seja, o ambiente cria situações de percepção ordinária. Ele naturaliza a nossa percepção. Et qu'est-ce que ça veut dire naturaliser la perception? Ça veut dire que nos manières de percevoir, elles deviennent évidentes. Elles vont de soi. O que significa, então, naturalizar uma percepção? Significa dizer que a nossa percepção age de forma natural. Ela acontece, de algum modo, espontaneamente. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la ville, elle crée des conditions de perception qui sont particulières et qui nous paraissent naturelles, qui nous paraissent évidentes. Isso quer dizer que a cidade cria cenário de percepção que nos parece evidente, que nos parece natural. Mais qui sont en fait des constructions. Mas que, em verdade, são construções. Cette idée, on pourrait la développer d'un point de vue politique. Nós poderíamos desenvolver essa ideia de ponto de vista político. Et on pourrait revenir à un concept du philosophe italien Antonio Gramsci. Poderíamos, por exemplo, voltar a conceito de filósofo italiano como Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, qui est un penseur marxiste, il développe le concept d'hégémonie culturelle. Gramsci, que é filósofo marxista, desenvolve a ideia de uma hegemonia cultural. Une question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que la société actuelle, la société néolibérale actuelle, ne renvoie pas à ce que nous, on pourrait appeler une hégémonie sensible? E essa sociedade neoliberal na qual estamos vivendo, será que ela não leva justamente a uma percepção sensível? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que dans le monde contemporain, on perçoit certaines choses, on est amené à canaliser notre perception ou à prêter attention à certaines choses et pas à d'autres.
Isso significa que, nesse nosso mundo contemporâneo, nós somos levados, de alguma maneira, guiados a prestar atenção e perceber algumas coisas em detrimento de outras. Et peut-être qu'un des enjeux du travail sur les ambiances est justement de prêter attention à des choses auxquelles on ne prête pas attention d'habitude. Uma das questões fundamentais, então, desse trabalho sobre ambiente é perceber, tentar prestar atenção para aquilo que nós não vemos normalmente. Et en particulier pour les questions écologiques et sur les questions qui ont trait à l'anthropocène actuellement. Questões que nos levam a pensar tanto no antropoceno como nos debates ecológicos que estão em ordem. Autre élément pour comprendre la prégnance de l'ambiance, elle est discrète. Outro elemento para compreender a pregnância da ambiência é que ela é discreta. Bon, je vais passer peut-être sur un certain nombre de points. Donc, c'était simplement voilà, le deuxième point que je voulais faire sur cette prégnance et cette diffusion, c'est le fait que l'ambiance, en fait, elle produit des effets, mais en même temps, elle est construite par la société et par le monde contemporain actuellement. Dizia, então, em relação à pregnância e ao seu caráter difuso, é que ela produz efeitos. Elle produit des effets, pardon, et vous avez dit après Il a dit que ce sont les ambiances qui sont construites par la société. Oui, tout à fait. Ele dizia, então, que a ambiência é construída pela sociedade. Alors, le troisième point que je voulais vous indiquer maintenant, c'est quelles sont les conséquences théoriques de tout ça, ou qu'est-ce qu'on peut tirer comme conséquence en fait de l'importance de l'ambiance, du domaine de l'ambiance. Então, em relação à importância do ambiente, quais são as consequências teóricas que nós podemos extrair dessa percepção? Et là, vous voyez bien se développer tout un ensemble de thématiques du paysage, du milieu, de l'atmosphère qui tournent autour de cette question de l'ambiance. Então, aparecem outras categorias, que são a da paisagem, a do meio, a da atmosfera, que permeiam as discussões sobre ambiente. Cette importance portée à l'ambiance et à l'ambiant nous oblige à inventer de nouveaux concepts et de nouvelles catégories de pensée. Essa importância dada à ambiência e ao ambiente nos leva, então, como eu dizia, a pensar nas categorias de pensamento, em novas categorias. Si on regarde les termes qui sont de plus en plus utilisés pour parler de ce domaine sensible, on voit apparaître le terme de fluide, de gazeux, d'informe, d'éphémère. Se formos olhar dentro dessas categorias que aparecem muito, vemos o fluido, o gasoso, o efêmero et l'informe. E o disforme. Du côté de la philosophie, on revient souvent à la pensée antique et pré-socratique. Do lado da filosofia, voltamos ao pensamento antigo, ao pensamento pré-socrático. Et donc, ce sont les notions, par exemple, d'immatériaux, d'éléments ou d'incorporels. São as noções de material, de elemento, de incorpóreo. Et en même temps, je redescends un petit peu, et si on regarde le monde de l'art, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'interventions artistiques qui s'intéressent à ce domaine-là des ambiances. Se formos entrar pouco mais ou descer para o mundo da arte, nós vamos ver que realmente é terreno que também vem se preocupando com a ambiência. Donc, Ethel vous a déjà donné des exemples, bien sûr. Moi, je pensais à des artistes comme, par exemple, Olafur Eliasson ou bien Thomas Saraceno. Eu penso em artistas como Eliasson ou Tomás Sarraceno. Acredito que a Ethel já tenha adiantado pouco sobre isso também.
voilà, qui travaillent beaucoup en fait sur la question de l'air, par exemple. São dois artistas que trabalham muito, por exemplo, com a questão do ar. Donc maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que ce contexte à la fois intellectuel, esthétique, artistique, nous oblige à changer de paradigme de pensée. Então, o que é importante dizer é que precisamente esse contexto, que é tanto artístico como estético, e ele é também ele é esthétique, artistique et... Pardon, j'ai perdu l'autre dernier... Estávamos falando, então, de um contexto que é artístico e estético. Il nous oblige à changer de paradigme de pensée. Merci beaucoup. E que nos obriga a mudar de paradigma de pensamento. Jusqu'à il y a peu longtemps, la pensée occidentale, elle était inscrite dans ce qu'on pourrait appeler une ontologie de la substance. C'était la chose, l'objet qui primait, la substance. Podemos dizer, então, que na percepção ocidental, vemos uma ontologia da substância, onde prevalece o objeto, a substância, precisamente. Et maintenant, avec les questions écologiques, avec la notion d'ambiance, on commence à parler d'autres choses. E agora, com as novas questões ecológicas e com a noção de ambiência, nós começamos a falar de outra coisa. On parle d'une écologie des éléments. Falamos de uma ecologia dos elementos. Et quand je dis éléments, ce sont les éléments naturels, l'eau, l'air, la terre, etc. Quando eu falo elementos, eu me refiro aos elementos naturais. A água, a terra, o ar, etc. Ou bien, comme le disait Ethel aussi, on parle aussi d'une éthologie des affects. Ou então, como a Ethel dizia, falamos de uma etologia dos afetos. Donc, vous voyez qu'on change de manière de penser le monde maintenant. Então, percebam, há uma mudança na maneira de perceber o mundo agora. Pour les architectes et les urbanistes, jusqu'à présent, il s'agissait de concevoir des formes construites, des environnements matériels. Para arquitetos e urbanistas, tratava-se de conceber o ambiente como ele está, o ambiente construído. Mais maintenant, on s'aperçoit un mouvement qui consiste à installer des ambiances et des atmosphères, à mettre en ambiance notre cadre de vie. Agora temos momento onde estamos colocando em ambiência a nossa vida, o nosso marco vital. Donc, vous voyez que ce n'est plus seulement la dimension matérielle, mais c'est la dimension sensible qui rentre dans les questions de conception et de production de l'espace. Então, percebam, não há mais apenas a questão sensível, mas a questão material também que entra nessa discussão de espaço e de produção do espaço. Et là, bien sûr, on retrouve la pensée de Peter Sloterdijk, ce philosophe allemand, qui pense l'être humain comme un designer d'atmosphère. Lui, il parle des designers d'atmosphère. Peter Sloterdijk. Então, o Peter Sloterdijk, por exemplo, ele fala do design de uma atmosfera. É um conceito que tem sido usado. Voilà, donc, vous voyez maintenant un quatrième élément, quatrième point. Dans quel contexte actuel est-ce que cette montée en sensible apparaît et ce changement de paradigme se développe? Quel est le contexte actuel? Qual é o contexto atual? Como é que a gente pode pensar nesse novo paradigma e nessa transformação? Alors, je ne vais pas les développer, mais je vais juste les nommer pour les identifier. Bem, eu não vou desenvolver tudo, mas eu vou listar para que nós possamos identificá-los. Le premier contexte, c'est celui de l'esthétisation des espaces urbains. O primeiro contexto é a da estetização dos espaços urbanos. Et on voit se développer tout un ensemble de dispositifs qui gèrent et qui configurent le sensible. E nós vemos aí o desenvolvimento de vários dispositivos que geram e que configuram o sensível. Alors, on parle de design sonore, de sonorisation, de climatisation,
d'odorisation, etc., etc. Tout un ensemble de processus qui informent les données sensorielles. Falamos então de muitos processos que informam os nossos dados sensoriais. Então, são cheiros, é a odorização, são caracterizações. Donc là, on pourrait dire qu'on a affaire à des mises en ambiance stratégiques des espaces de vie. Então, dizemos que estamos aí diante de uma posta em ambiência das nossas estratégias de vida. Le deuxième mouvement, c'est celui de la numérisation du monde contemporain, la digitalisation du monde contemporain. O segundo movimento, que é muito importante, é o da digitalização do mundo contemporâneo, quer dizer, essa numeração de tudo. Donc ça, je crois que c'est évident pour tout le monde avec les technologies embarquées, la Smart City, les smartphones, les capteurs, etc., etc., toutes les nouvelles technologies qu'on utilise tous les jours. Então, vocês sabem, isso diz respeito a essas novas tecnologias que nós usamos todo dia. São tecnologias que têm a ver com o smart, com tudo que é mais recente. Et sur ce développement-là, certains penseurs interrogent l'évolution de nos modes d'attention. C'est la question de l'attention qui est problématisée dans ces nouvelles technologies. Nessas novas tecnologias, a questão da atenção que vai ser a mais problematizada, e nós vemos inúmeros pesquisadores e pensadores lidando com esse tema. On peut se référer à un philosophe français qui s'appelle Bernard Stiegler, qui est quelqu'un d'important, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Podemos falar, por exemplo, de pensador francês, que é o Bernard Stiegler, qui faleceu não muito tempo atrás. Et lui, il parle du tournant, ce qu'il appelle le tournant machinique de la sensibilité, le tournant machinique de la sensibilité. Ele fala de uma guinada mecânica ou das máquinas em relação à sensibilidade. Donc, il montre comment notre sensibilité, elle est aussi transformée par le monde technologique. Ele mostra muito bem como a nossa sensibilidade vai ser transformada pelo mundo tecnológico. Et le troisième mouvement, deuxième évolution qui est importante, c'est évidemment l'écologie, l'écologisation de notre sensibilité. E o terceiro movimento, importantíssimo também, é o da ecologização, por assim dizer, da nossa sensibilidade. Alors, bien sûr, ça paraît d'autant plus évident maintenant avec la crise qu'on vit tous, mais il y a beaucoup d'indices qui montrent comment notre sensibilité devient de plus en plus attentive aux conditions écologiques, évidemment. Diante dessa crise que nós todos vivemos, percebemos muito bem como a nossa sensibilidade tem ficado justamente mais atenta a questões ecológicas. Comment on va s'intéresser à des terrains contaminés, à des espaces ou à des territoires qui sont contaminés, ou bien à la pollution atmosphérique. Começamos a nos preocupar muito com espaços que estão contaminados, ou então também com problemas atmosféricos e de poluição atmosférica. Comment on va s'intéresser à des îlots de chaleur, des lieux de chaleur particuliers. Nós vamos nos preocupar com essas ilhotas de calor, centros onde há calor específico. Et on pourrait développer encore beaucoup d'exemples sur ce qu'on appelle l'hydropolitique ou les catastrophes naturelles, évidemment. Claro que poderíamos continuar desenvolvendo essa ideia que tem sido já chamada de hidropolítica e que diz respeito a essas catástrofes naturais. Mais peut-être que le point important ici dans ces questions écologiques renvoie à ce qu'on appelle parfois la sécurité ontologique. Talvez o ponto mais importante seja o que às vezes chamamos de segurança ontológica,
mais importante, eu digo, dentro desse debate ecológico. La sécurité ontologique, c'est la confiance de base qu'on porte en notre environnement quotidien. A segurança ontológica é uma espécie de confiança, uma confiança básica que nós temos em relação ao nosso meio ambiente. Par exemple, je sais que le monde de demain sera le même monde que celui d'aujourd'hui et je crois en cela. Por exemplo, é o que faz com que as pessoas acreditem que o mundo que conhecem hoje será o mesmo mundo que verão amanhã. Et justement, l'épidémie qu'on vit a tendance à remettre en cause cette sécurité ontologique. Justamente, essa situação da pandemia que vivemos hoje coloca em questão nossa segurança ontológica. Ce qui nous paraissait évident jusqu'à présent devient problématique. O que até o momento nos parecia evidente torna-se, pois, problemático. Donc, notre confiance dans le monde a tendance à être remise en cause, à être mise en défaut. Então, a nossa confiança no mundo vai começar a ser colocada em xeque. Donc, vous voyez, le domaine d'ambiance et de l'ambiance, de la sensibilité ambiante, est prise dans ces trois mouvements, à la fois l'esthétisation des espaces urbains, la numérisation technologique de l'expérience et notre sensibilité à l'écologie. C'est le croisement de ces trois mouvements-là dans lequel nous sommes pris actuellement. São três grandes movimentos, os mais importantes e aqueles onde nós estamos presos hoje em dia. Eu posso falar, então, de uma estética do espaço urbano, eu posso falar do surgimento desse mundo absolutamente digital e posso mencionar também essa sensibilidade ecológica cada vez mais presente. J'en arrive au cinquième point, et rassurez-vous, j'en ai pas pour très très longtemps. Chegamos agora, pois, ao quinto ponto da minha apresentação e garanto a vocês, já estamos nos aproximando do final. J'ai dit tout à l'heure que l'ambiance, elle produit des effets, elle a des conséquences. Eu dizia antes, então, que a ambiência produz efeitos, que ela tem consequências. Mais alors, quel est le mode opératoire de l'ambiance? Comment est-ce qu'elle fonctionne? Mas então, qual é o modo de operação da ambiência? Como é que ela funciona? Eh bien, peut-être que son premier mode opératoire, c'est le fait de donner le ton. Talvez o seu primeiro modus operandi seja o fato de dar o tom. Et là, vous voyez qu'on voit apparaître un terme, le terme de tonalité. Aí vocês veem o surgimento de um termo, esse termo tonalidade. On n'est plus seulement dans des questions de forme ou des questions de fond, mais aussi dans des questions de ton. Não estamos mais como outrora em questões apenas de forma e fundo, mas estamos também em questões agora de tom. Et dans certaines langues, on rencontre cette notion de tonalité qui a été très développée. Par exemple, en allemand, il existe le terme Stimmung qui est très important, ou en anglais, le terme attunement qui est aussi très important. Surgem mencionando algumas categorias na língua alemã e na língua inglesa. A importância da pessoa. Stimmung em alemão e attune em inglês, que significa, então, você de alguma forma, se sintonizar a uma dada tonalidade. Donc, vous voyez que cette notion-là, elle est très importante, évidemment, la notion de tonalité. Percebam o quão importante é essa noção de tom, tonalidade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'urbain, la ville, elle fonctionne comme un activateur ou comme un résonateur de tonalité. Isso quer dizer, então, que em meio urbano, ou seja, nossas cidades funcionam, de algum modo, como ativadores de tonalidade. Quand je dis tonalité, je dis bien sûr tonalité affective.
E quando eu falo tonalidade, importante salientar, falo de tonalidade afetiva. Et donc peut-être qu'une autre question importante qui peut se poser maintenant dans la question de la conception urbaine ou architecturale, c'est la question des tonalités. Outra questão importante, então, que aparece nas nossas concepções arquitetônicas é, pois, a de tonalidade. À quel type de tonalité affective on veut produire ou on veut induire dans l'expérience des espaces? Que tipo de tonalidade afetiva queremos produzir na produção dos espaços? Et là encore, on a tout un ensemble d'auteurs et de penseurs qui théorisent sur ces tonalités affectives contemporaines. Tonalidades afetivas contemporâneas, tema que vem sendo tratado por diversos autores recentemente que têm teorizado a respeito disso. Par exemple, le sentiment d'étrangeté ou le sentiment d'insécurité. Sentimentos, por exemplo, de insegurança ou de estranheza. Donc voilà, peut-être que ce projet-là, qui pourrait être un programme de recherche, essayerait de comprendre les tonalités qui infusent, qui imprègnent le monde contemporain. Então, podemos pensar em programa de pesquisa que falaria dessas tonalidades que estão num processo de infusão nesse mundo contemporâneo. Donc, vous voyez que là encore, on déplace des questions. Vemos aí novamente que estamos colocando algumas questões de lado. Plus seulement comprendre comment l'urbain se fabrique et se transforme. Não mais compreender como o urbano se fabrica e como ele se transforma. Mais à quel type d'emprise et d'affect il donne lieu. Mas a que tipo de afeto e a que tipo de contexto, situação, ele dá lugar, permite, o que torna. Alors peut-être que pour prendre un peu de recul et pour peut-être clore ce que je dis, c'est une façon de resituer l'importance d'un concept qui est de plus en plus développé maintenant, qui est celui de résonance, la notion de résonance. Trata-se, pois, de restituir a importância de conceito que vem sendo muito trabalhado, que é o conceito de ressonância. On peut penser en particulier à un philosophe et sociologue allemand qui s'appelle Hartmut Rosa, qui parle de la crise de la résonance actuellement. Hartmut Rosa, filósofo alemão, fala, por exemplo, de uma crise da ressonância. Et cette résonance, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir entretenir un lien vibrant entre nous et le monde. E o que é essa ressonância, se não a capacidade de estabelecer laço vibrante entre o mundo e nós? Et pour Rosa, en fait, cette capacité à entretenir ce lien vital, elle a tendance à se perdre. Para Rosa, essa capacidade de ter relação com esse vital, ele tem uma tendência de se romper e de se perder. Et on voit apparaître maintenant un débat important sur de quoi notre sensibilité est faite maintenant. Vemos aparecer debate que se pergunta, mas de que é que a nossa sensibilidade é feita? Et pour terminer, je vais vous montrer le débat, la discussion qu'il y a entre un cinéaste italien, Paolo Pasolini, la pensée de Walter Benjamin, d'autre part, et un penseur français qui s'appelle Didi Huberman. Vous avez trois auteurs là, Pasolini, Benjamin et Didi Huberman. Vou chegando então ao final da minha apresentação. Eu gostaria de fazer uma comparação entre três tipos de pensamento: o do cineasta italiano Pasolini, o do filósofo Walter Benjamin e também de pensador francês chamado
Didi Huberman. Pasolini, en Italie, a écrit un texte important dans les années 70 où il parlait de ce qu'il appelait la disparition des lucioles. Vous savez, les lucioles, c'est le très très petit animal qui est lumineux la nuit, qui émet en fait de la lumière de façon très infime. Então, nos anos 70, o Pasolini falava de um inseto que é o vagalume e do seu desaparecimento. Et donc, Pasolini, en fait, il se promène dans la campagne italienne et il fait le constat que les lucioles ont tendance à disparaître. On ne les voit plus. Pasolini, caminhando por pradeiras italianas, em algum momento, nota que os vagalumes estão desaparecendo e que talvez nós não teremos mais. Et pour lui, c'est une manière, alors c'est une métaphore en fait, c'est une métaphore qui consiste à dire que la culture de l'époque, qui était très ancrée dans des savoirs paysans, des savoirs ruraux, des savoirs incarnés, a tendance à disparaître au détriment à cause des médias qui apparaissent, à cause des nouvelles technologies qui apparaissent. Pasolini se referia, então, lá nos anos 70, a um desaparecimento que não era só dos vagalumes, mas eles funcionavam como metáforas. Era uma forma de dizer que o que desaparecia junto também eram os saberes rurais, os saberes tradicionais, que perderiam espaço com a chegada das grandes mídias, das grandes tecnologias, da modernidade. Donc, le constat très pessimiste qu'il fait, c'est que cette disparition des lucioles, en fait, révèle simplement notre perte progressive de sensibilité. Essa metáfora, essa ideia da perda, fala então da perda, essencialmente, de nossa sensibilidade. Si on vient au deuxième auteur, Walter Benjamin, dans ses travaux, lui, il parle du déclin de l'expérience. Já Walter Benjamin, a percepção que ele traz é a do declínio da experiência. Dans certains de ses travaux, il nous dit que nous perdons notre capacité à raconter, à produire des récits de nos expériences. Em vários dos seus escritos, ele diz que nós estamos perdendo a capacidade, inclusive, de fazer o relato da nossa experiência. Mais vous voyez qu'il y a une De petite narrar a nossa différence. experiência. E como vocês veem, há aí uma pequena diferença. Il y a une différence. Pasolini parle de la disparition des lucioles, mais Walter Benjamin parle du déclin de l'expérience. Vejam a diferença. Enquanto Pasolini falava do desaparecimento dos vagalumes, Benjamin está falando do declínio da experiência. Donc, si l'expérience décline, c'est qu'elle n'a pas encore complètement disparu. Se estamos numa situação onde a experiência está declinando, de alguma forma também supõe que ela não desapareceu. Et si on revient au dernier auteur, Didi Huberman, qui a aussi travaillé sur Pasolini et Walter Benjamin, Passando agora para o nosso último pensador, que é o Didi Huberman, que muito se inspirou também tanto em Pasolini como em Benjamin. eh bien, lui, il nous dit les lucioles n'ont pas disparu. O que ele diz é que os vagalumes não desapareceram. Simplement, il faut arriver à savoir où regarder pour arriver à les voir encore. Mas o que é preciso agora é saber onde achá-los. Donc, il faut qu'on trouve des modes d'attention pour être attentif, pour être sensible à la présence des lucioles qui continuent encore. É preciso, então, agora estar em um determinado estado de espírito para poder ver, para poder encontrar os ainda existentes vagalumes.
Voilà, donc je voulais terminer par, vous voyez, ces trois positions un peu différentes. Pasolini qui a une position très pessimiste, Walter Benjamin qui nous dit il y a un déclin et on va plutôt vers quelque chose de pas très très intéressant, la perte ou en tout cas le déclin de l'expérience. Et puis Didier Huberman qui reste malgré tout positif en disant non, c'est qu'on ne sait pas regarder au bon endroit. Então, retomando em linhas gerais o que diziam esses três pensadores, nós vemos o cineasta Pasolini trazendo a visão mais pessimista de uma extinção, de um desaparecimento. Por outro lado, Benjamin, na sua ideia de uma perda da experiência, fala desse narrador em declínio. E, finalmente, o Berman que nos traz uma percepção um tanto mais positiva, na medida em que ele diz as coisas não estão perdidas, mas exigem um novo estado de espírito, um novo estado de percepção. Et peut-être que les ambiances, tout simplement, le fait de travailler et de prêter attention aux ambiances, c'est peut-être pour nous, en tout cas c'est le projet que je vous propose, c'est une façon de rechercher les lucioles. Então, de alguma forma, nós que trabalhamos com isso, nós que pensamos a ambiência, algo que eu proponho em termos de pesquisa seria vamos encontrar os vagalumes, vamos procurá-los. Donc, c'est une façon d'ouvrir notre sensibilité et de développer notre sens des nuances. É uma forma de abrir a nossa sensibilidade, aumentar o nosso leque das nuances e percepções. Voilà, je vous propose de m'arrêter là. Et puis, je suis très curieux de vos questions et de la discussion qu'on peut avoir s'il reste un peu de temps. Je suis désolé de ne pas avoir pu vous montrer ce que j'avais prévu, mais bon, merci en tout cas. A todos, muitíssimo obrigado. Eu vou encerrar por aqui. Lamento não ter podido mostrar as imagens que eu gostaria de ter mostrado, mas tudo bem. Vou encerrando, então, a minha apresentação por aqui. A todos os meus agradecimentos. Merci Jean-Paul, excellent. On a adoré. Je crois que tout le monde est vraiment ravi d'entendre cette présentation. Merci à vous. En tout cas. Pessoal, vamos fazer perguntas. Je voudrais simplement raconter quelque chose que j'étais en train de penser ici, pendant que les gens posent les questions. Tu sais, moi, tu connais où j'habite, non? Tu es venu à la maison, ici, et gente, eu moro no Recreio dos Bandeirantes. C'est vraiment très éloigné de Rio. C'est-à-dire, c'est à 35 km du Leblon. Et dans le temps, il y a 40 ans, quand je suis venue habiter ici, il y avait des lucioles partout. Partout, partout, partout. Parce qu'il n'y avait pas de luminosité, il n'y avait pas de lumière et il y avait des lucioles partout. Et maintenant, la ville est venue et s'est déplacée ici vers l'endroit où j'habite. Donc, il y a plein de monde, il y a plein de bâtiments et on n'a plus jamais vu des lucioles. Mais l'autre jour, comme c'est juste en face de la plage, il y avait tellement de monde sur la plage. Je crois que c'était un jour spécial comme le jour de l'an ou le jour de Yemanja, une chose comme ça. Et de loin, maintenant, je ne vois plus très bien. Maintenant, je porte des lunettes. Et j'ai vu tellement d'espèces de lucioles, mais en fait, c'était les téléphones portables des gens dans la plage, complètement déserte et pas déserte, mais sans lumière. Et les portables, on nous donnait l'impression qu'il y avait des lucioles un peu partout. Ça me donnait de la nostalgie. Mais peut-être que c'est une façon de chercher un peu de poésie, même en ayant perdu la nature, enfin, la nature qui était ici autour de moi et qui n'existe plus. Cristiane, nous devons chercher les lucioles. Nous devons chercher les lucioles. À Recreio. Ouais. Non, je les ai trouvées, elles étaient artificielles, mais enfin, elles donnaient un peu de poésie à la place. A Cristiane relatava então uma experiência de ter visto numa caminhada pelo Recreio luzes Quer que eu fale? pareciam... Quer que eu fale? Eu posso contar em português.
Gente, eu estava contando, vou resumir. Eu estava contando que eu moro no Recreio dos Bandeirantes, num lugar super longe do Rio de Janeiro, e quando eu vim morar aqui há 40 anos, não tinha nada, só tinha areia e tinha a minha casa única que eu construí, pequenininha ali no lugarzinho dela. E o que tinha de vagalume, entupido de vagalume, isso me deu uma nostalgia, porque era um lugar muito bucólico. Hoje em dia, a cidade toda veio para cá, tem um monte de rua, tem um monte de iluminação, e os vagalumes sumiram. Mas outro dia eu estava olhando, acho que era dia de Iemanjá, eu estava olhando a praia, estava cheia de gente, eu estava sem óculos, e vi como se fossem vagalumes na praia. Na verdade, eram os celulares das pessoas tirando foto, tinham pessoas na areia, na beira do mar, tirando foto. E me deu aquela nostalgia, né? Talvez a gente saiba procurar um pouco de poesia onde não existe mais a natureza, mas eram os celulares das pessoas. Cristiane, Jean-Paul, nous avons des questions. Nós temos umas perguntas aqui, eu vou fazer então a leitura, e são pessoas que estão aqui conosco. Se quiserem fazer as perguntas, o nosso tradutor pode traduzir para o francês. Então, eu li aqui a primeira da Pamela, perguntando sobre o Walter Benjamin. Você quer se colocar, Pamela? On va recevoir maintenant... Bonjour, Thibaut. Bonjour. Bonjour. Je sais pas qui... Não, é quando ele falou sobre o Benjamin, que ele falou sobre a historicidade. E eu queria saber se ele tem algum texto que ele pode indicar, um livro, sobre onde o Benjamin trata essa questão da historicidade. Donc, monsieur, bonjour. Je disais que j'ai vraiment apprécié votre présentation, et spécialement quand vous avez parlé de Walter Benjamin et de la notion d'historicité. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me situer un peu en termes de texte, de recommandations de lecture dans ce sens-là? Peut-être qu'il y a deux textes principaux qui sont très, très connus, qui sont vraiment des textes centraux dans la pensée d'Walter Benjamin. Le premier, c'est l'œuvre d'art à l'ère de la reproductibilité technique. Je ne sais pas si quelqu'un peut l'écrire. L'œuvre d'art à l'ère de la reproductibilité technique. C'est un court article qui parle des transformations du monde moderne de l'époque de Walter Benjamin, qui parle de la manière dont la ville se transforme et en même temps la manière dont le cinéma apparaît, le cinéma et la photographie. Et donc, c'est dans ce texte-là, c'est un des textes importants de Walter Benjamin où il développe l'idée de l'aura, de la perte de l'aura des œuvres d'art. Il nous dit quoi? Il nous dit, Benjamin, jusqu'à présent, les œuvres d'art... Ah oui, pardon, excusez-moi, pardon. Então, excelente. Eu acho que nós temos dois textos fundamentais que eu gostaria de indicar, dois textos que são clássicos, que são muita referência a eles na obra de Benjamin. Um deles é a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, um texto que vai falar de cidade, vai falar de cinema, vai falar de fotografia também, e que vai introduzir aquele conceito da aura benjaminiana. Et donc, l'aura pour Benjamin, c'est le fait qu'une œuvre était unique. Et donc, par exemple, un tableau, il était unique et on ne le percevait que dans un espace particulier. Et du coup, l'unique œuvre ouvrait en fait le tableau à son environnement. La question de l'aura. A questão da aura tem a ver com o caráter único das coisas. Uma coisa como poderia ser um quadro que, apreciado em um determinado espaço, em um espaço específico, permite acessar algo dessa sua característica, dessa sua aura, então. Et avec le développement de la technique, de la photographie et du cinéma, il montre que l'œuvre n'est plus unique, elle est reproductible à l'infini. Une photographie, on peut la duplier, le cinéma, on peut le reproduire, etc., etc. Et donc, ce caractère unique de l'œuvre d'art a tendance à disparaître. Com o tempo, com a chegada especialmente do cinema ou da fotografia, a maior característica dessas novas artes é a capacidade de reproduzir, de fazer cópias, né? Impressões. Então, aquele caráter único
de um quadro, de algo que não poderia ser refeito, se perde. Et en même temps, dans ce texte, il montre comment la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, les transformations de la ville vont impliquer l'expérience du choc, le choc. Então, Benjamin vai falar sobre a cidade, sobre as transformações que a cidade está vivendo na sua época, que é a chegada de uma grande modernização. Então, ele descreve como uma experiência de choque, de grande surpresa. Et que le cinéma, d'une certaine manière, c'est aussi un art ou une technologie artistique qui renvoie à l'émergence de ce nouveau mode de perception qui est de l'ordre du choc. Le cinéma, c'est aussi une façon d'apprendre à répondre au choc perceptif. Então, o cinema, como uma dessas novas artes que estão surgindo nesse momento, é ele também uma forma de encarar, de perceber esse choque na percepção das pessoas diante das transformações do mundo moderno. Et peut-être juste la deuxième référence, mais que je ne vais pas commenter longtemps, c'est un autre article qui s'appelle « Le narrateur ». O segundo artigo que eu gostaria de fazer referência, do Benjamin também, se chama O Narrador. Et donc, c'est une réflexion sur l'histoire de l'écriture et de notre difficulté de plus en plus grande à raconter des histoires. No Narrador, Benjamin se pergunta e nos fala sobre a nossa capacidade de contar histórias. Et pour lui, ça renvoie aussi à ce déclin de l'expérience, d'une expérience qui est une expérience qui a trait bien sûr à la mémoire et à la capacité à transmettre par le récit des éléments de la mémoire. Como é que, através de um relato, de uma narração, esses elementos sensoriais e mnemônicos, como é que eles conseguem, então, ser traduzidos em, precisamente, uma narração, um relato? Voilà, c'est peut-être je pense tout de suite à ces deux textes-là, surtout. Creio que seriam os dois textos fundamentais que eu gostaria de recomendar. Merci. Jean-Paul, Fantastique. à ce propos, je voudrais voir avec toi si tu peux présenter une correspondance entre cette histoire de l'expérience de l'art et l'expérience esthétique de John Dewey. Será que você poderia, João Paulo, por favor, nos contar um pouco sobre essa experiência da arte, experiência estética do trabalho de John Dewey? Je pense que chez John Dewey, en fait, on est dans une perspective qui est intéressante parce qu'il remet en cause ce qu'il appelle la conception muséale de l'art. Dewey é realmente interessante, porque ele vai pegar o que chamamos da concepção museológica da arte. Et donc, en fait, chez Dewey, l'idée, c'est que l'art, elle est très, très liée à la vie quotidienne, à l'expérience ordinaire. O que Dewey vai dizer é que a arte, ou em sua arte, ela parece muito ligada à vida e às experiências rotineiras. Et que pour lui, chez John Dewey, il n'y a pas fondamentalement de différence de nature entre une expérience artistique, une expérience esthétique et une expérience sensible. Il n'y a pas de différence de nature fondamentale. Para ele, não há diferença fundamental, diferença de natureza entre a arte, a estética e o mundo sensível. Simplement, l'expérience artistique, c'est ce que lui va appeler une intensification de l'expérience sensible. C'est une façon d'intensifier une expérience, mais elle n'est pas de nature différente, elle est juste plus intense. Então, a experiência artística, diz ele, ela não é de uma natureza outra, ela não é distinta. O que ela é mais intensa, de alguma forma, em relação ao sensível. Voilà, bon, c'est Merci. je pourrais dire très rapidement sur John Dewey. Mais je vous conseille son très, très beau livre, L'art comme expérience, qui est absolument un chef-d'œuvre en la matière. Recomendo muitíssimo o livro dele, Arte como Experiência. Realmente uma obra-prima do trabalho de Dewey.
C'est magnifique, je connais. Jean-Paul Thibault, nous avons 3 personnes pour le demande, a question. C'est Lucas. Lucas, você pode fazer a pergunta aqui para ele, o nosso tradutor traduz. Depois Rômulo, depois Luiz Paulo, tá bom? Obrigada. Bom, boa tarde, boa noite. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar participando desse curso de extensão. Em segundo, gratidão ao Jean Paul pela contribuição. Fiz várias anotações na medida do possível. A minha pergunta, na verdade, ela pega o gancho da ambiência que foi já disposta em relação às falas da professora Cristiane e a fala da Etel. Eu queria saber em relação a ela, e pegando essa coisa de pós-pandemia que a gente está na verdade, pandemia, né, que a gente está vivendo, e pensar nisso como um momento posterior a ela, se essa relação de ambiência, quais alterações isso vai sofrer, quais relações de alteração vão ser perceptíveis pelas pessoas no olhar do Jean Paul, a partir, tendo em questão, talvez, o fato dele estar em outro continente, né, e já ter essa noção, essa percepção a partir das pessoas, já que na Europa essa coisa de lockdown, de quarentena, foi melhor estabelecido, melhor seguido. A experiência lá foi melhor do que aqui nesse sentido. Donc, tout d'abord, je voudrais vous dire merci beaucoup. J'ai pris plein de notes pendant votre présentation. Elle m'a plu énormément. Et ma question donc va porter sur cette idée d'ambiance. C'est une idée qui avait été déjà par Ethel et Christiane nous en avaient parlé déjà un peu. Et je voudrais savoir un peu de leur relation avec la pandémie. Et surtout se dire, est-ce qu'il y aura un moment postérieur, après la pandémie, qui pourra produire des changements à cette ambiance? Vous qui êtes dans un autre continent, qui êtes ailleurs, dans un pays qui a eu une expérience différente de la nôtre en termes de lockdown et en termes de la relation avec la pandémie. Donc, voilà ma question. Elle porte sur le futur, sur une ambiance qu'on pourrait imaginer demain. Oui, c'est une question bien sûr très, très importante qu'on se pose aussi beaucoup ici, hein, bien sûr, en France. Moi, je pense peut-être à 2 éléments de réponse. Un premier élément de réponse, c'est le sentiment général des populations par rapport à la pandémie, qui a des effets sur l'ambiance générale. Et là, je pense en particulier... Ah oui, pardon. Muito obrigado. A pergunta realmente é fundamental e ela traz muitas questões que eu gostaria de desenvolver do seguinte modo. Por um lado, nós temos a ideia do sentimento dos povos em relação à pandemia, a experiência de diferentes lugares em relação a isso. D'une certaine manière, sur ce premier aspect, on retrouve ce que je disais dans la sécurité ontologique, notre sécurité ontologique, la confiance qu'on a dans notre monde qui tend à bouger, qui tend à être déstabilisé. Então, esse primeiro ponto tem a ver com o que eu já mencionava antes, da segurança ontológica. Vocês lembram essa ideia da confiança que nós temos no mundo que vemos hoje e no que virá amanhã. Et je pense à un auteur, un philosophe australien qui a mis en évidence ce qu'il appelle la solastalgie. Penso em filósofo australiano que falava do que ele mesmo denominou solastalgie. Solastalgia. Et la solastalgie, c'est en fait une sorte de nostalgie du monde qui se transforme plus vite que nous. On ne reconnaît plus le monde. Pardon, monsieur. Oui, é uma espécie é uma espécie então de mudança. O mundo mudou tanto. Era uma nostalgia onde a gente já não reconhece o mundo por conta de tanta mudança que ele sofreu. Donc là, ce serait une première façon de répondre, de se dire que en fait l'ambiance telle que nous on l'a travaillée jusqu'à présent beaucoup, c'est évident
l'importance des situations très, très concrètes, très micro, mais il y a aussi le climat général dans lequel on vit qui renvoie précisément aux situations de l'épidémie actuelle, par exemple, et qui colore, qui donne une tonalité générale à nos formes de vie. Quando a gente fala em ambiência, a gente está se referindo, claro, a essas situações concretas, é o que estávamos vendo, mas também falamos de uma situação global, de uma situação como essa da pandemia. Donc ça, c'est vraiment pour se situer à une échelle macro, à une échelle très, très large. Mais on peut au contraire aller à l'extrême opposé et se dire que l'ambiance peut être intéressante aussi pour ces situations-là d'une toute autre manière. Então, isso para fazer um esquema, para contar isso assim, de uma forma mais macro. Mas nós podemos olhar para a ambiência de um jeito diferente, um jeito micro também. Et là, peut-être qu'on se situe au niveau de ce qu'on pourrait appeler de l'infrasensible. Nesse sentido, nós estamos no mundo e no que eu poderia chamar de infrasensível. Des phénomènes qui sont à peine perceptibles, qui sont au seuil de la perception. Fenômenos que são quase perceptíveis, que estão na soleira da percepção. Et on voit bien de façon très, très concrète cette question-là de l'infra, elle se pose dans la vie quotidienne maintenant. E temos isso de forma muito clara. Essa questão do infra, ela se impõe em nossa vida cotidiana. Par exemple, très, très simplement, en France, on parle de gestes barrières et on dit qu'il faut rester à 2 mètres au moins des autres personnes pour se protéger. Por exemplo, na França, nós temos algumas barreiras, gestos de barreira, e que dizemos que as pessoas precisam ficar a 2 metros de distância umas das outras. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que 2 mètres? Comment est-ce qu'on évalue le fait qu'on est trop près ou trop loin de la personne? Mas o que é isso? O que são 2 metros? O que é estar muito perto ou muito longe de alguém? Et ces éléments-là, on pourrait les développer à l'infini. Je pense que la pandémie nous met dans des situations d'évaluation des choses qui sont très, très microscopiques, très infimes, très moléculaires, très infra. Certamente, a pandemia nos coloca numa dimensão das coisas muito infra, muito moleculares, muito microscópicas. Et c'est pour ça que je disais que quand j'ai terminé en disant que l'ambiance peut être aussi un domaine qui nous permet de maintenir notre sens des nuances, c'était aussi une façon de dire que quand je parlais de nuances, je parlais des phénomènes très microscopiques. É por isso que eu dizia da importância da nuance. Essa ambiência, ela nos traz essa dimensão das nuances, o que abre para esse mundo microscópico. Donc, voilà, j'aurais tendance à dire qu'il y a presque ces deux polarités très une qui est macro, où la pandémie, d'une certaine manière, colore une tonalité. J'ai parlé de tonalité tout à l'heure, une tonalité qui est partagée. Et puis, d'autre part, des éléments très, très, très microscopiques dans notre vie quotidienne qui interviennent dans nos relations interpersonnelles, par exemple. Então, certamente a pandemia ela pode ser observada com dessas duas maneiras, ou de um jeito mais macro, um jeito mais geral, onde a gente percebe que um certo tom se impõe de forma global, ou então de modo mais micro, onde vemos essas relações em escalas menores, em escalas do cotidiano. Dans tous les cas, je suis convaincu que cette situation de pandémie, d'épidémie, elle nous oblige à être attentifs davantage au monde qui nous entoure. Sem dúvida, essa situação, essa epidemia, essa pandemia nos obriga a ficar muito atento ao mundo ao nosso redor. Voilà, enfin, je ne sais pas si j'ai répondu, j'ai juste voilà, réfléchi à voix haute. Oui. Jean-Paul, nous avons Romulo qui va poser la question.
Boa tarde, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer pela palestra extraordinária do Jean-Paul. A minha pergunta é, durante a apresentação, eu fiquei pensando e conectando algumas questões, e me veio à cabeça muito as teorias do teórico e paisagista Gilles Clément. E eu fiquei pensando se existiria algum atravessamento entre as teorias propostas pelo Gilles Clément, mais especificamente o Manifesto pela Terceira Paisagem, que é uma percepção, né, da transformação do meio ambiente, né, pelo ambiente como forma, né, de perceber o mundo, e todas essas questões que foram colocadas na palestra. Em suma, você enxergaria algum atravessamento entre as teorias do Gilles Clément e as teorias apresentadas aqui hoje? Tout d'abord, merci beaucoup. Un excellent exposé. J'ai réfléchi énormément et j'ai surtout pensé à Gilles Clément, ce théorique du paysage qui parlait du troisième paysage, et il parlait de transformation de l'environnement, une transformation aussi de la perception du monde. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est si cet auteur dialogue avec les théoriciens que vous avez présentés et comment on pourrait penser sa théorie du paysage en relation à ce que vous avez, à votre présentation. Alors, j'aurais trois choses à ma connaissance, d'une part, enfin, mais je ne connais pas tout, loin de là, bien évidemment. Il n'y a pas beaucoup d'échanges ou d'interactions entre la pensée du paysage ou du tiers paysage de Gilles Clément et la pensée des ambiances. Et ça, je suis certainement quelque chose qui serait à développer, ça c'est sûr. Derrière ça, il y a une nécessité maintenant, actuellement, de réfléchir à une discussion entre la notion de paysage et la notion d'ambiance. Eu não sei exatamente se a gente poderia juntar as teorias do Gilles Clément com essa ideia de ambiência, o pensamento dele sobre paisagem, e não tem talvez tanta relação com a ambiência. Mas há certamente uma necessidade de nós definirmos e aprimorarmos a percepção dessas duas categorias, a de ambiência et a de paysage. Par contre, on partage beaucoup de choses, je crois. Sans se le dire, on les partage beaucoup. Et je vais donner un seul exemple. Agora, sem dúvida, há muita coisa em comum nessas teorias. Às vezes, não necessariamente explícitas, mas que se fazem presentes. E eu quero te dar um exemplo. Je crois que la théorie du tiers paysage de Gilles Clément est pas loin de ce que nous on dit quand on parle d'ambiance en termes d'entretien, l'entretien d'une ambiance. Eu acho que essa ideia da terceira paisagem do Clément tem muito a ver com a ambiência quando nós falamos da conservação de uma ambiência, do cuidado, restauration. Ça veut dire que une ambiance, quand j'ai parlé tout à l'heure de mise en ambiance, on peut penser à des concepteurs ou à des stratégies explicites, manifestes, de mise en ambiance des lieux. On va produire des lieux pour produire certaines ambiances particulières. Eu estava falando antes dessa mise en ambiance, seria a posta em ambiência, mostrando o quanto elas dependem de estratégias explícitas que constroem
essa ambiência de modo bem determinado. Mais il y a une autre manière de penser l'ambiance qui, de mon point de vue, est plus intéressante et qui parle plutôt de l'entretien et entretenir une ambiance. Mas existe uma outra percepção de ambiência que tem a ver com a sua manutenção, a conservação da ambiência. Et là, c'est une façon de dire qu'une ambiance, c'est quelque chose qui a une durée, qui a une histoire, qui s'entretient et dont on prend soin. Quelque chose, c'est un domaine dont on prend soin, l'ambiance. Nesse sentido, essa ambiência assim percebida, ela tem a ver com a duração, ela tem a ver com história, ela tem a ver com uma relação. Et donc là, je crois que c'est important, que je pense qu'il y a des éléments qui sont assez proches, c'est-à-dire que c'est aussi une façon de travailler sur l'attachement qu'on a au lieu et le soin qu'on prête au lieu qu'on habite dans la vie quotidienne. Isso fala, então, de uma ideia como a de apego, que apego a gente tem a determinadas ambiências e que tipo de cuidados, de manutenção nós exercemos. Donc, ce n'est pas produire une ambiance comme ça immédiatement, c'est plutôt faire en sorte qu'elle puisse continuer, qu'elle puisse se perpétuer, qu'elle puisse se poursuivre. Então, nós vemos aí a importância de pensar na ambiência como algo que pode continuar, algo que pode seguir. Voilà, donc... l'ambiance. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais il me semble qu'il n'y a pas de dialogue explicite, mais il y a beaucoup de points communs. Pronto, então não sei se eu respondi exatamente. O que eu quis dizer é que há muitos pontos em comum, embora eles não estejam ainda propriamente explicitados. Muito obrigada. Eu vou chamar então o Luiz Paulo para a última pergunta. Luiz Paulo, você está bem? Obrigado, professora Ethel. Olá, boa tarde a todas e todos. Boa tarde, professor Jean Potibot. Dizer que hoje eu estou começando a terminar, gente, meu caderninho lá do curso que eu comecei com vocês. Ó. Acho que eu vou conseguir terminar ele todo agora, de preencher. E aí eu fiz uma pergunta para o Potibot, que eu coloquei aqui. Que o Thibaut falou sobre a percepção que temos na cidade, que cria um cenário de percepção que nos parece natural, mas é construído. E também das forças, que não são de ordem subjetiva, mas que influem ali na percepção do mundo. Né? E aí eu fiz a questão seguinte: a experiência cotidiana da vida nesse ambiente construído, onde essas forças interagem, onde o ambiente material também interage com o indivíduo, né? Essas forças, tudo isso construído, se cristaliza na consciência do indivíduo, de maneira que isso vai interferir na maneira como o indivíduo percebe e sente o mundo. Você entende? A partir, por exemplo, porque tem uma coisa que é interessante, que é a questão da igreja. Aqui no Brasil a gente tem a questão de que todo mundo passa em frente à igreja, não tem nenhuma... Peraí. Eu acho que o tradutor não vai conseguir pegar tudo. Alguma coisa assim. E aí eu queria saber de que maneira essas forças, a vida cotidiana na cidade, altera ali o status, sei lá, não sei se essa seria a palavra correta, mas do indivíduo até ele vai perceber e sentir um mundo diferente. Très bien, donc tout d'abord, Jean-Paul, merci beaucoup de votre exposé. À un moment, il montrait un livre, il nous disait qu'il est en train justement de faire ses études dans ces thèmes.
Il a été particulièrement impressionné donc justement par cette idée d'une ville qui est en même temps naturelle, mais qui est aussi construite, c'est-à-dire qu'il y a des forces subjectives, une perception spécifique du monde, et que tout cela dépend bien d'une expérience quotidienne de la vie. Il a parlé après de l'interaction entre l'individu et les matériaux, et il demandait finalement, la question porte donc sur la cristallisation de la façon dont ces individus perçoivent le monde. Et il nous donnait à la fin un exemple d'expérience avec les églises. Comment ces forces de vie peuvent donc changer nos perceptions d'ambiance. Je n'ai pas compris s'il y avait une question ou... Luiz Paulo, infelizmente eu não pude pegar a parte onde você falava da igreja. Eu não cheguei a pegar essa... É que aqui no Brasil nós temos o hábito, nós não, as pessoas cristãs têm o hábito de passar em frente à igreja e fazer o sinal da cruz. E eu já observei isso, eu fico às vezes em algum lugar observando ali em frente da igreja, as pessoas vão passando e nem olham, não tem nenhuma placa falando para elas fazerem, e todo mundo faz. É alguma força que interage, que faz isso com um rito, com uma cultura, mas isso auxilia nessa alteração da percepção do mundo. Il parlait donc, en ce qui concerne les églises, du fait que quand quelqu'un passe devant une église, on fait un signe de la croix. C'est donc un objet matériel qui, d'une certaine façon, impose un changement corporel, une perception. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait penser l'ambiance en fonction de ces altérations que certains espaces imposent aux gens, si j'ai bien compris. Oui, bon, il me semble qu'il y a d'une part le fait que quand on travaille sur l'ambiance, on est très vite, je pense, amené à travailler sur les phénomènes de transition ou d'espace intermédiaire. C'est-à-dire comment est-ce qu'on passe d'une ambiance à une autre, ou d'un espace à un autre. Et ce passage-là, si je suis sur le parvis d'une église et que je rentre dans l'église, par exemple, je suis bien sûr amené à moduler et à ajuster ma manière d'être. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce passage? Et là, il se passe des choses d'un point de vue corporel. Je vais baisser la voix, je vais... Uma coisa importante, então, quando a gente fala de ambiência, é pensar nesses espaços liminares, ou seja, nos espaços de transição, quando a gente justamente se transfere de um espaço a outro. E aí, claro que as igrejas têm um papel nisso, no sentido em que produzem modulações no ser. Voilà, donc, effectivement, on change corporellement, on change de manière d'être. On baisse la voix, on change de rythme, on fait des gestes particuliers, on se signe si on est croyant, etc., etc. Donc, notre état corporel est amené à se moduler et à s'adapter à une nouvelle ambiance. Ça, c'est la première réponse. Então, para responder à tua pergunta, eu diria que, por um lado, é claro, nós somos afetados, os espaços nos obrigam, por exemplo, a falar mais baixo, a entrar mais discretamente, a usar um figurino ou outro. Eles produzem, então, sim, modulações no nosso ser. À medida em que transitamos de um espaço para outro, isso se faz ainda mais claro. Mais une deuxième réponse qui est plus large et qui est aussi très importante pour bien comprendre l'ambiance, c'est que on ne distingue pas, ou il est difficile de distinguer des éléments matériels, l'espace construit, des éléments d'une pratique sociale, des éléments qui renvoient au temps qu'il fait ou au climat. Vous voyez qu'on a affaire à tout un ensemble de dimensions qui composent une situation. L'espace construit, des pratiques sociales, des gestes, des manières de regarder, le temps qu'il fait.
Tout ça, c'est en jeu dans une ambiance. Tout ça fabrique une ambiance. Então, é claro, nós podemos procurar algumas distinções, né? Quando a gente pensa no material, quando a gente pensa na dimensão das coisas construídas, quando a gente pensa nas práticas sociais, ou quando a gente pensa no clima, no tempo, são dimensões que compõem situações em mutação. Et que ça, c'est un élément important que je n'ai pas du tout développé, mais qui est pourtant très important à comprendre dans l'ambiance, c'est sa capacité à homogénéiser tous ces éléments-là entre eux, à les mettre en relation. A grande capacidade que essa ideia de ambiência tem é a de produzir uma homogeneidade entre essas dimensões todas, a colocá-las, então, em estreita articulação. Et que ce qui permet de relier et d'articuler l'ensemble de ces éléments très hétérogènes d'une situation, c'est précisément la tonalité affective. E o que permite articular esses elementos é, então, justamente a tonalidade afetiva. Donc, la tonalité affective, c'est à la fois l'affect, ce que je peux ressentir, c'est l'état affectif, mais c'est aussi des qualités de l'environnement qui m'entoure, qui contribuent à créer une tonalité particulière de la situation dans laquelle je me trouve. Então, se por um lado isso muito diz respeito aos afetos, também são variantes as qualidades e as particularidades do meio que nos cerca. Et là, peut-être qu'un élément de précision pour répondre peut-être un peu plus à la question de Christiane sur l'esthétique de John Dewey. John Dewey, lui, sur ce point-là, très précisément, il parle de qualité diffuse. Il utilise le concept de qualité diffuse. Então, para retomar um pouco também a pergunta da Cristiane, que falava do Dewey, é interessante agora a gente pensar na ideia de uma qualidade difusa, termo do autor. Et justement, un des exemples qu'il donne, c'est « je rentre dans une église ». E justamente, a tua pergunta é boa, porque um dos exemplos que ele dá é esse. Entro em uma igreja. Et quand il décrit cette expérience, il nous dit, avant même de savoir, de comprendre où se trouvent les sièges, les cierges, les personnes, ce que je dois faire, etc., je suis enveloppé par une tonalité, une qualité diffuse, une tonalité affective qui est avant même ma compréhension et mon interprétation de la situation. C'est, en phénoménologie, c'est une dimension antéprédicative, pré-réflexive. Je suis pris corporellement par l'ambiance avant même que je commence à l'intellectualiser ou à l'interpréter. Et c'est le rôle de la qualité diffuse, précisément, de nous donner accès immédiat à une situation. O papel preciso da qualidade difusa e que nos dá acesso direto a uma situação tem a ver, então, com isso. O autor dava esse exemplo também de você entrar numa igreja e a importância de todas essas coisas pré-reflexivas que já se fazem presentes. Quer dizer que antes mesmo de saber onde que a pessoa deve sentar, como é que ela se locomove, o que ela deve... Há uma série de fatores que, antes da reflexão propriamente dita, já estão influenciando a pessoa, seu movimento e seu estado. Et donc, John Dewey, justement, dans son ouvrage sur l'art comme expérience, développe beaucoup la dimension gestuelle et rythmique de l'expérience. Então, em todos esses trabalhos, onde ele fala da arte como experiência, tornam-se fundamentais os aspectos rítmicos dessa experiência. Et là, peut-être qu'on pourrait parler du pouvoir d'atmosphérisation d'une ambiance. Poderíamos falar do poder de atmosphérisação de uma ambiência. Voilà, la capacité à ouvrir une atmosphère ou à ouvrir une tonalité, à faire émerger une tonalité.
é a capacidade de abrir uma atmosfera, é a capacidade de fazer emergir uma dada tonalidade. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais j'ai improvisé. Espero ter respondido a pergunta, foi preciso improvisar um pouco. Super. Alberto, nosso tradutor, merci beaucoup. Foi muito bom ter sua ajuda aqui hoje. Jean-Paul Thibault, c'était magnifique et je suis toujours surpris de la façon dont tu réussis à construire ta réflexion avec autant de pauses. C'est incroyable. Mais tu es super. Moi, je suis après. Je t'ai entendu parler tout à l'heure, Ethel. Moi, tu m'as beaucoup impressionné par ta capacité. Merci beaucoup, en tout cas, de votre invitation. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Même si c'est à distance, au moins C'était vraiment un plaisir pour nous. Merci les traducteurs. Oui, merci beaucoup. Oui. Obrigado a vocês também. Merci beaucoup, encore. Merci à vous. Génial. Tu sais, Jean-Paul, avant que tu rentres, j'avais justement parlé de Stimmung, des tonalités affectives avec le mot Stimmung en allemand. On a essayé de penser peut-être s'il y avait une traduction, mais je ne pense pas, si tonalité affective, parce que c'est bien plus que ça. Oui. Oui, c'est vrai que c'est vraiment un intraduisible, Stimmung. C'est très difficile. En français, je sais que c'est plutôt traduit par tonalité affective, mais je suis d'accord, on perd aussi quelque chose. Oui.